comme vous le savez, cet atelier aujourd'hui se tient à la suite de 4 autres ateliers où nous avons pu discuter en profondeur du contenu de la stratégie nationale de l'emploi, la vision, les objectifs autour de la valorisation du capital humain, le redressement de la compétitivité, la création d'emplois de proximité. Et à mon sens, cet atelier aujourd'hui est, je dirais, la clé de voûte et presque le plus important de cette série de 5 ateliers, parce qu'on va s'intéresser à la question du comment. Comment assurer que cette stratégie nationale de l'emploi ne reste pas une déclaration d'intention, une politique sur le papier, mais qu'elle soit effectivement traduite en actions concrètes, qu'elle soit mise en œuvre. Si on regarde un peu l'expérience dans d'autres pays, ce qu'on remarque, c'est que dans beaucoup de pays, on a mis beaucoup d'attention, d'énergie pour développer des politiques de l'emploi, des politiques ambitieuses qui ciblent très bien les problèmes, qui proposent des mesures très intéressantes, mais on a un problème récurrent, c'est l'opérationnalisation. Et pourquoi ? Parce qu'on a souvent oublié, négligé de réfléchir en amont sur 2 piliers essentiels de la mise en œuvre, qui sont les questions de financement et les questions institutionnelles. Quel ancrage institutionnel pour porter, pour sous-tendre la stratégie nationale de l'emploi, pour l'incarner, pour impulser la mise en œuvre. Donc, je vais faire juste un petit détour avant de commencer par les bonnes pratiques qu'on a pu constater ailleurs. Pourquoi consacrer un atelier exclusivement aux questions d'institutionnalisation et de pilotage ? On a beaucoup discuté au cours des ateliers de la complexité des questions d'emploi. Par le passé, le débat a été surtout porté sur la question du chômage. On voit maintenant que c'est vraiment la pointe de l'iceberg d'une situation beaucoup plus complexe, d'inactivité, de travailleurs découragés, d'emplois informels, de sous-emploi, et que donc la politique de l'emploi ne peut pas uniquement se résumer à une politique sociale de lutte contre le chômage qui serait gérée par les mécanismes d'intermédiation du marché du travail, mais qu'on a vraiment besoin d'une politique plus globale qui vise à stimuler la demande. Donc c'est vraiment le parti pris du gouvernement marocain à l'heure actuelle. Et l'implication, c'est que les leviers à actionner pour créer des emplois sont très diversifiés et que les acteurs qui interviennent sont nombreux également. On a le ministère de l'Emploi, les partenaires sociaux, mais aussi les ministères productifs, les ministères sociaux, les ministères transversaux, les agences spécialisées, et comme on l'a vu avant-hier, différents niveaux de gouvernement, national, régional, provincial, etc. Donc, le pilotage de la stratégie nationale de l'emploi n'est pas un travail de soliste par un acteur, un ministère, c'est vraiment un travail d'orchestre. Et rassembler tous ces acteurs, coordonner leur action et orienter la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi est vraiment un défi. On a beaucoup dit l'emploi est l'affaire de tous, tout le monde doit s'engager pour l'emploi, c'est vrai, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça devienne une réalité. Il faut que ça soit porté par des institutions, par un ancrage institutionnel clair qui va formaliser les liens, qui va les sécuriser, qui va organiser le partenariat, la coordination et la cohérence entre tous les acteurs. Et je dirais que si on doit retenir une leçon des expériences dans d'autres pays, c'est que la mise en œuvre, l'opérationnalisation effective des stratégies nationales de l'emploi dépend avant tout de la mise en place d'un bon mécanisme de pilotage. Alors maintenant, je vais essayer de voir un peu par rapport aux expériences qu'on a dans d'autres pays, qu'est-ce qu'un bon mécanisme de pilotage, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Avant, j'aimerais juste partager avec vous l'exemple de la Jordanie. J'aimerais vous lire le préambule de leur stratégie de l'emploi. C'est un peu long, mais je trouve que ça reflète très bien ce que je viens de dire. La stratégie nationale de l'emploi 2011-2020 n'est pas le premier essai visant à adopter et mettre en œuvre une approche multisectorielle et transversale de l'emploi sur le long terme. En 2005, l'agenda national contenait plusieurs points sur l'emploi, la formation, l'investissement, l'éducation et la protection sociale. Cette approche n'a pas reçu l'attention nécessaire dans les autres domaines, en particulier en ce qui concerne la demande de main-d'œuvre. Cette situation aurait pu être évitée si l'une des recommandations principales de l'agenda avait été suivie des faits, mettre en place le Haut-Commissariat pour l'emploi et les ressources humaines sous la présidence du Premier ministre. Ce comité n'ayant pas été mis en place, la coordination entre les ministères, notamment entre ceux intervenant sur l'offre et la demande de travail, n'a pas eu lieu.
Cette expérience montre qu'un élément de nature transversale comme l'emploi ne peut être adressé sans une structure de coordination entre toutes les parties prenantes. Voilà, je pense que tout est dit à travers ce préambule. Et j'aimerais qu'on n'indexe pas la Jordanie parce que ce n'est pas un cas à part ni une exception, pas du tout. J'ai juste relevé cet exemple parce qu'ils ont le mérite d'avoir pointé le doigt sur le maillon faible, sur la cause principale de l'immobilisme sur les questions d'emploi, c'est-à-dire le manque de structure de pilotage. Mais c'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup de pays. On voit beaucoup de pays qui investissent beaucoup dans la formulation de la politique, et une fois qu'elle est adoptée, on met 1 an, 2 ans, 3 ans avant de mettre en place des cadres de pilotage, ce qui retarde d'autant la mise en œuvre de la politique. Donc, quelques mots donc, sur les bonnes pratiques. Évidemment, il est important d'avoir une structure permanente. Dans de nombreux pays, on a mis en place des structures ad hoc pour piloter le processus de formulation. Si ce n'est pas institutionnalisé, institué par voie légale ou réglementaire, c'est des structures qui meurent de leur belle mort et qui ne sont pas du tout fonctionnelles. Le deuxième point important, c'est qu'il peut être intéressant d'éviter de démultiplier les structures et de s'appuyer d'abord sur ce qui existe au niveau des pays pour éviter le foisonnement institutionnel, le chevauchement entre des structures qui ont des mandats similaires, et on sait que ça tue la mobilisation des acteurs. Quand on a 10 comités sur l'emploi, c'est pas possible pour tous les partenaires de participer activement et sur le long terme à l'ensemble de ces comités. Donc il y a des pays qui ont pris le parti d'utiliser les structures existantes. Là, j'ai donné 2 exemples, mais il y en a plus. En Afrique du Sud, par exemple, ils ont un système de planification nationale, un plan de développement national sur 10 ans, qui est piloté par un mécanisme tripartite et interministériel. C'est ce comité de planification nationale qui a été utilisé pour piloter la stratégie de l'emploi. Et ce qui est très intéressant dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est que ça permet de placer d'emblée l'emploi au cœur de la planification nationale. On n'a pas un cadre à part, mais un cadre qui est déjà au cœur du processus. Au Sri Lanka, la situation est un peu différente. Ils ont un conseil de gouvernement qui réunit 7 ou 8 ministres clés qui sont chargés de mettre en œuvre les priorités, de veiller à la mise en œuvre des priorités du gouvernement, et c'est ce conseil réduit gouvernemental qui pilote la stratégie de l'emploi au Sri Lanka. Dans d'autres cas, de telles structures n'existent pas, donc il peut être utile de voir quelles sont les structures existantes, comment on peut les réformer pour que dans leurs attributions, leur composition, leur mission, ils soient à même de jouer le rôle de cadre de pilotage pour la stratégie nationale de l'emploi. Maintenant, en termes de composition, quelles sont les compositions de ces cadres de coordination de pilotage des stratégies nationales de l'emploi dans les pays? À la base, c'est des structures qui sont tripartites et interministérielles. Donc, elles doivent permettre de formaliser la coordination entre le ministère de l'Emploi, les partenaires sociaux, les ministères sectoriels qui ont un impact clé sur l'emploi, et les ministères transversaux comme le ministère de l'économie et des finances qui ont un rôle clé à jouer pour intégrer l'emploi au cœur du processus de budgétisation et de planification nationale. Après, la composition varie beaucoup selon les pays et selon les objectifs qu'on s'est fixés dans la stratégie nationale de l'emploi. Par exemple, imaginons qu'un pays a pour objectif principal d'intégrer l'emploi au cœur des politiques macroéconomiques. Évidemment, la Banque centrale sera un acteur clé de ce cadre de pilotage, et c'est le cas dans des pays comme la Chine ou la Corée du Sud, par exemple. Mais dans d'autres pays, on voit qu'il y a également le Bureau des statistiques, des représentants d'associations, des conseillers du président. Après, c'est vraiment une composition qui est à trouver en fonction des objectifs fixés et du contexte de chaque pays. Généralement, les membres représentés sont à un haut niveau, par exemple pour les ministères au niveau des secrétaires généraux ou des ministres, pour vraiment donner au processus toute sa légitimité et sa crédibilité. Et puis, je dirais que la difficulté, c'est de trouver un compromis entre un cadre de pilotage qui soit suffisamment représentatif, mais pas trop lourd pour qu'on puisse piloter. Là, j'ai été il y a quelques mois dans un pays où le cadre de pilotage comprend plus de 60 personnes. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué de débattre, de piloter et de se réunir à autant. Donc, je dirais que dans les pays où ça fonctionne le mieux, on a une composition de 20 à 30 membres dans ces cadres de pilotage des stratégies nationales de l'emploi.
Alors évidemment, il est important d'avoir un engagement à haut niveau pour coordonner des acteurs si diversifiés, auquel cas la coordination évidemment risque d'être peu efficace. La présidence peut être assurée par le ministre de l'Emploi, mais ça dépend des contextes. Dans certains cas, la place du ministère de l'Emploi dans le rang gouvernemental ne lui permet pas forcément d'assurer l'engagement de tous les autres acteurs sur le long terme. Ça peut être compliqué pour le ministère de l'Emploi de faire passer ses messages et ses priorités aux autres ministères. Donc certains pays ont décidé de passer la présidence des cadres de pilotage aux plus hautes autorités du pays. Parfois, le ministère de l'économie et des finances, c'est le cas par exemple du Botswana. Ça peut être directement sous la présidence du Premier ministre ou par exemple du secrétariat à la présidence ou de la présidence comme le cas du Salvador. Je vais vous donner aussi l'exemple de la Chine qui est assez intéressant. Donc en 2003, la Chine a voulu formuler une politique nationale de l'emploi. Ils ont mis en place une assemblée pour l'emploi, d'abord comme groupe ad hoc pour piloter la formulation, puis comme assemblée permanente pour piloter la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi. Donc c'est une assemblée tripartite, interministérielle, qui comprend une vingtaine de membres qui ont été choisis en fonction de leur importance pour l'emploi. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans un premier temps, la présidence était assurée par le ministre de l'Emploi, mais on s'est rendu compte vite que la structure s'essoufflait. Les gens ne participaient pas, venaient pas, et il a été décidé que la présidence passerait aux mains du vice-premier ministre. Le ministère de l'Emploi, lui, assurant la coordination des travaux et le travail technique et d'organisation. Et c'est vraiment au moment où on a eu cette présidence de haut niveau que ça a permis d'assurer l'implication de tous les acteurs et vraiment de placer l'emploi au cœur des préoccupations. Autre bonne pratique, c'est que quand un pays décide de passer d'une stratégie de l'emploi qui est conçue comme une série de politiques actives et de programmes de l'emploi à une stratégie plus globale et intégrée, ça implique un nouveau rôle à jouer pour le ministère de l'Emploi. Un rôle de coordination, d'animation, de plaidoyer pour la centralité des questions d'emploi. Et ça peut impliquer des réformes institutionnelles. Ce qu'on voit souvent dans les pays, c'est qu'on a des nouvelles stratégies de l'emploi extrêmement ambitieuses et on a un socle, une base institutionnelle qui, elle, n'a pas été modifiée et on se retrouve avec un ministère qui n'est pas forcément renforcé dans ses missions et dans ses capacités, mais qui doit porter une stratégie très compliquée et très ambitieuse. Et là, c'est vraiment un frein à la mise en œuvre et c'est une question essentielle, mais qui est souvent sous-estimée. Alors j'aimerais vous présenter l'exemple de la Corée du Sud parce que c'est très très élaboré en Corée du Sud, mais je pense que l'exemple est intéressant. Donc 2 mots sur le contexte. En 2008, avec la crise économique et financière, il y a eu un fort impact sur l'emploi en Corée du Sud et ils ont décidé de passer donc d'une vision de politique active à un traitement beaucoup plus global des questions d'emploi pour formuler un modèle de développement réellement centré sur l'emploi, de placer l'emploi au cœur des préoccupations. Et ce qui est très intéressant dans le cas de la Corée, c'est qu'on ne s'est pas contenté de faire une nouvelle stratégie, mais il y a eu des réformes institutionnelles en profondeur qui ont accompagné cette stratégie. L'ancien ministère du Travail a été remplacé par le ministère de l'Emploi et du Travail, mais ce n'est pas uniquement un changement de nom, c'est vraiment une réforme en profondeur du mandat de ce ministère qui est maintenant chargé de coordonner les politiques. Donc ce mandat est entériné par la loi et le ministère de l'Emploi a réellement pour rôle de coordonner et de contrôler l'aspect emploi des politiques sectorielles menées par les autres ministères. C'est-à-dire concrètement, quand un ministère sectoriel veut présenter sa politique pour financement au ministère des Finances, il doit d'abord se concerter avec le ministère de l'Emploi. Et c'est extrêmement surveillé par la présidence coréenne parce qu'il y a une très très forte volonté politique en Corée du Sud et en fait c'est cette volonté politique qui fait que ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du système coréen parce que c'est très complexe, mais une autre chose très intéressante, c'est qu'ils ont également mis en place un centre d'évaluation des politiques qui évalue pas uniquement les politiques actives du marché du travail, mais l'ensemble des politiques menées par le gouvernement. Les résultats de ces évaluations sont envoyés régulièrement au ministère sectoriel qui sont chargés d'intégrer les recommandations dans leur budget et dans leur plan d'action. Donc il y a vraiment un système d'évaluation sur l'emploi et d'effet sur la planification.
En même temps, 2 institutions ont été créées. Le comité pour la coordination des politiques d'abord, qui est présidé par le ministre du Travail et de l'Emploi, qui comprend tout un ensemble de ministères concernés par l'emploi, également les vice-gouverneurs et les vice-maires, et qui a pour mandat donc de piloter la stratégie, d'assurer la coordination entre les acteurs et notamment les questions de coordination, de cohérence et de chevauchement entre le niveau national et régional. C'est un comité qui se réunit tous les 3 mois et qui a donc vraiment en charge d'avoir un pilotage, d'assurer un pilotage serré de la politique de l'emploi. Et il est chapeauté par un autre comité de la stratégie nationale de l'emploi, qui d'une part est plus politique parce que les partis politiques sont partie prenante de ce comité, mais qui est aussi de plus haut niveau, parce que alors que les ministères étaient représentés à travers leurs secrétaires généraux, ils sont représentés à travers leurs ministres dans ce comité, et que c'est chapeauté directement par le président coréen. Quand il y a un blocage dans le comité pour la coordination des politiques, c'est ce comité qui se réunit, qui traite les blocages, et qui se réunit également quand il faut prendre des mesures d'urgence. Alors, on a vu avant-hier que le niveau territorial peut être plus à même que le niveau national de répondre de façon efficace, ciblée, rapide, spécifique aux besoins d'emploi, aux besoins locaux. Donc, d'une part, il est important que les échelons régionaux soient représentés dans les cadres de pilotage. Par exemple, en Chine, les gouverneurs de chaque province sont représentés dans la structure nationale. En Corée, ce sont les vice-gouverneurs. Mais plus que ça, il est important que la structure nationale soit complétée par une coordination interdépartementale au niveau local, qui a les mêmes fonctions que le cadre de pilotage national, mais au niveau local. Alors, par exemple, en Chine, des tels comités ont été mis en place au niveau des provinces. C'est institué par la loi de promotion de l'emploi de 2008. Et ces comités interdépartementaux ont un rôle clé à jouer pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des plans locaux d'emploi donc au niveau provincial. Ils réunissent les vice-gouverneurs et les représentants du ministère de l'Emploi, des départements concernés et des partenaires sociaux. Chaque année, ces systèmes interdépartementaux ont pour charge de se fixer des cibles d'emploi, de développer des plans d'action locaux d'emploi pour atteindre ces cibles. Et ce qui est très intéressant aussi dans le cas chinois, c'est que les dépenses du gouvernement central pour financer ces plans locaux d'emploi dépendent de la performance de leurs dépenses sur l'emploi. C'est-à-dire que les provinces qui ont atteint leur cible recevront plus de ressources l'année suivante. C'est un peu le même cas qui nous a été présenté par la représentante espagnole avant-hier. En Serbie, rapidement aussi, la décentralisation de la politique de l'emploi est une priorité. La loi sur l'emploi et l'assurance chômage de 2003 a prévu tout d'abord la possibilité pour les gouvernements locaux de mettre en place des conseils locaux d'emploi qui réunissent les gouvernements locaux, les partenaires sociaux, les représentants du service national de l'emploi, les agences de protection sociale, centres de formation professionnelle, centres régionaux de développement, etc. Alors ce qui est assez intéressant dans le cas de la Serbie, c'est qu'on voit qu'une loi ne suffit pas pour que les choses se mettent en œuvre. Donc il y a eu une seconde réforme en 2009 pour essayer d'inciter à la mise en place des conseils locaux de l'emploi et la formulation des plans locaux d'emploi, qui prévoit en fait que ceux-ci soient financés par le budget de l'État, à condition que ces plans locaux d'emploi soient cohérents avec les objectifs nationaux. Et puis, dernière réforme en 2010, où la création des conseils locaux d'emploi devient une condition pour obtenir des fonds de l'État. Donc, en fait, je ne voulais pas aller vraiment dans les détails de l'exemple de la Serbie, mais je pense qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes à retenir pour notre réflexion au Maroc. La première chose, c'est la progressivité de la démarche. On n'arrive pas d'une politique nationale à une politique territoriale du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit être planifié dans le temps. Il vaut mieux commencer petit à petit et complexifier au fur et à mesure que le processus est maîtrisé. C'est ce qui a été fait en Serbie. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de dire pour que les choses deviennent réalité. Il faut souvent mettre en place des mesures incitatives. En l'occurrence, là, c'est l'allocation des ressources qui est utilisée en Serbie pour assurer que les conseils locaux d'emploi soient mis en place
et assurer que les plans locaux d'emploi soient conformes aux objectifs nationaux. Donc, les cadres de pilotage, en général, évidemment, sont appuyés par une équipe exécutive et un secrétariat technique qui vont être chargés d'élaborer les rapports qui sont soumis au cadre de pilotage, de suivre les progrès réalisés par rapport aux cibles, aux indicateurs, au calendrier du plan d'action, qui vont être, en gros, chargés d'impulser la mise en œuvre, d'accompagner la mise en œuvre et de la suivre. Alors, j'ai fait un schéma très simplifié de tout ce que je viens de dire pour essayer de résumer les choses. Donc, on a un comité, en général, si on doit un peu se baser sur les expériences dans d'autres pays, un comité de pilotage interministériel de haut niveau, une structure exécutive accompagnée par une structure technique généralement assurée par la direction de l'emploi et les échelons régionaux. Alors c'est très simplifié, on voit que selon les pays ça peut être très différent. En Corée par exemple on a 2 comités de pilotage, au Sri Lanka aussi, avec des niveaux différents et des attributions différentes. Ce que j'ai pas mis ici aussi, parce que ça commence à faire un schéma un peu compliqué, c'est de faire le lien entre le cadre de pilotage de l'emploi et la planification nationale. On a bien vu que l'idée c'est que la politique de l'emploi oriente les autres. Donc il faut que ça soit un cadre de pilotage qui évite de fonctionner en vase clos, mais qui joue pleinement son rôle d'aide à la décision pour les autres politiques. Donc c'est extrêmement important aussi de concevoir le lien entre ce cadre et le système de planification nationale. Notamment quand on parle du système d'information sur l'emploi, l'idée c'est de voir comment ce système d'information va pouvoir produire les informations requises au bon moment pour nourrir le processus budgétaire. Comment ce système d'information peut vraiment être calé sur le processus de planification et de budgétisation et que l'information sur la performance des politiques soit disponible au moment où ils ont plus de chances d'avoir de l'influence dans ce processus. Alors, autre bonne pratique, on voit dans certains pays, les cadres de coordination et de pilotage sont appuyés par des groupes techniques qui sont chargés de fournir des informations pour essayer de trancher, de fonder les débats sur des informations solides. Donc ils ont pour mission de fournir un travail de recherche technique, d'analyse, qui peut aider à prendre les bonnes décisions. Dans les cadres de pilotage, on a des acteurs qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont des objectifs très divers. Certains ministères, leurs objectifs, c'est plutôt la hausse du rendement, leur contribution aux exportations ou au PIB que l'emploi. Donc chacun, évidemment, voit midi à sa porte et voit ses propres intérêts. Et parfois, il est important d'avoir des études solides et des informations probantes qui vont permettre de trancher et d'informer les débats. Alors encore un exemple de la Corée, où l'Assemblée nationale de l'emploi est basée sur 3 task forces, qui sont aussi présidées à un très haut niveau. Et quand il y a un blocage au sein de l'Assemblée des politiques, le ministre de l'Emploi peut demander qu'une de ces task forces fasse un travail analytique qui va lui permettre de trancher et de nourrir les débats. Voilà, le dernier point, après je m'arrêterai. C'est important de coordonner avec les autres acteurs, mais parfois c'est bien de commencer à coordonner chez soi. Et même au sein du ministère de l'Emploi, il peut y avoir des problèmes de chevauchement. C'est vrai qu'on voit que souvent, dans beaucoup de pays, il y a des nouvelles priorités. On va créer un nouveau programme, une nouvelle institution, et on se retrouve avec un empilement de programmes d'institutions, avec un chevauchement de compétences et de responsabilités. On n'a pas la meilleure utilisation possible des ressources disponibles. Donc le ministère de l'Emploi peut aussi avoir sa propre structure de concertation. C'est le cas, par exemple, de la France qui, lors de la réforme de sa loi relative au service public de l'emploi, a créé le Conseil national de l'emploi en 2008. Donc, il est présidé par le ministre de l'Emploi. Il réunit les représentants du service public de placement, de l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, l'association de formation professionnelle des adultes, et qui est tripartite et qui comprend aussi les collectivités territoriales. Et ce Conseil de l'emploi donc concourt à la définition des orientations propres au ministère de l'Emploi et des structures qui lui sont rattachées et participe aussi à l'évaluation et à la mise en cohérence de l'ensemble de ces actions. Voilà, merci beaucoup.